Ouais, bah, oui. C'est normalement diapo. Ça, ouais, je laisse. Tu le payes? Enfin, facile, Diap, c'est. Ah oui, attends, je vais t'apporter un de penser des détails. Merci d'être plus sympa. Ah oui. Bah, normalement, tu es censé acheter ce que tu veux en historique. Ouais, voilà. Toi aussi, ça t'a. En fait, il y a l'historique d'Eric. Ouais. C'est bizarre. Non, j'ai pas regardé justement. Il y a plein de fois, je regarde un peu le bien personnel. Pardon? Je m'en sers de plus en plus. Quotidien, sur. Ah ouais? Franchement, c'est. J'ai rien dit. La technique, c'est qu'on a dit franchement les autres, ça. Ah oui. Moi, j'avais compris parce que quand même, ça consomme beaucoup d'énergie. Oui, c'est un problème. Il y avait quelqu'un qui disait que les chemins de Google, c'était exactement les mêmes. C'est le chemin qui est bien, et c'est le chemin qui est bien. ah non, c'est pas juste ça, je crois. C'est important. Merci beaucoup. Merci. Parce qu'ils ont le truc au bon moment là. Voilà. Bonjour à tous. J'enregistre, ça y est, c'est déjà lancé. Bon, bonjour à tous. Donc, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cédric Raffa, qui est néphrologue, qui travaille au CINRA, aux soins intensifs néphrologiques de l'hôpital Tenon, qui va nous parler aujourd'hui de maladie de Goodpasture. C'est un de ces dada, parmi d'autres maladies rénales aiguës en fait, qui l'occupent en tout cas à Tenon. Merci beaucoup d'être là et puis pour me tenir au courant sur les actualités. J'imagine que tu vas nous en parler un petit peu en termes notamment de ce plan thérapeutique. Merci beaucoup. Merci à toi, Alexandre. Je suis ravi d'être ici. Effectivement, alors je vais parler des actualités, mais d'abord, c'est une maladie extrêmement rare. Donc, si on parlait uniquement d'actualité, ça ne m'occuperait 10 minutes, puis après plus rien. Mais conflit d'intérêt pour ça. Donc, quelques généralités sur la Goodpasture. C'est un peu le passage obligé, la classification de Chapel-Hill. Donc, la Goodpasture est une vascularité des petits vaisseaux. C'est une vascularité des petits vaisseaux. Vous voyez, ce qui est central, hein, c'est l'auto-immunité. C'est la première maladie dont le caractère auto-immun a été identifié en néphrologie. La description est ancienne, puisque c'est la Goodpasture qui est décrite au décours de l'épidémie de grippe espagnole en 1919. Et donc, cet anticorps, IgG, est dirigé contre le domaine NC1 de la chaîne alpha-3 de collagène type 4. Ce collagène type 4, il est porté par 4 épithéliums dans le corps, la cochlée, le vestibule, sur la cochlée, la rétine. Il n'y a pas de phénotype, probablement parce que l'antigène est critique et pas accessible aux anticorps. Et puis, surtout, le rein. Donc, dans la Goodpasture, la maladie rénale est quasi systématique. Et de façon un peu plus inconstante, le poumon avec un tableau d'hémorragie intralvéolaire. C'est une maladie très rare, hein, c'est une maladie qui touche, dont l'incidence est d'environ 1 cas par million d'habitants et par an. Donc en France, c'est 60 à 80 cas par an, quoi. Pour donner une idée, vasculaire en cas, c'est 20 fois plus fréquent. Et lupus, tout lupus confondu, hein, par rapport à des lupus néphro, c'est 200 cas. Donc, 200 fois moins fréquent qu'un lupus. C'est très associé à un HLA. L'association à l'auto-immunité est moins claire. Et on dit que c'est une maladie biphasique avec 2 pics d'incidence,
Un premier à 30 ans, l'autre à 60 ans. On disait que classiquement, c'était plutôt 30 ans. Maintenant, ça s'inverse, hein. C'est plutôt des formes plus tardives dans la vie à 60 ans et des formes un peu moins sévères, notamment avec un peu moins d'hémorragie intraalvéolaire. Le drame de la lipopassure est que ça commence par des signes inauguraux non spécifiques. Ça commence par des choses qui sont d'abord infectieuses, infection des voies aériennes supérieures. On retrouve ça à l'année dans 80% des cas. Et puis ça va durer jusqu'à une déleucidation rénale aiguë est fait ou le patient développe une hémorragie intraalvéolaire. On va voir, c'est vraiment le drame pour moi, cette plantation inaugurale non spécifique. Il peut y avoir d'autres facteurs de risque, tout ce qu'on trouve à l'anamnèse, notamment l'exposition à des aérotoxiques, hein, notamment hydrocarbures. Alors nous, la photo d'un décapfour, on a eu 2 patients à Tonon en 10 ans qui avaient de façon maniaque tout le week-end décapé leur four avec ce produit-là, une huile minérale aérosolisée, qui ont développé la pathologie. Il n'y a pas vraiment de forme médicamenteuse en dehors de patients traités avec le Campat. Campat d'indication, à ma connaissance, actuellement, c'est la certaine forme de sclérose en plaques. On ne peut pas faire l'affront de l'implantation clinique, vous la connaissez aussi bien que moi. Juste pour souligner quelques particularités, donc d'une part, l'anamnèse d'antécédents infectieux, la sévérité de l'insuffisance rénale et également l'intensité de la protéinurie. Les patients sont très souvent protéinuriques de rang néphrotique, voire en descente néphrotique. Alors, évidemment, à l'échelle individuelle, c'est pas très discriminant, mais quand on a un patient qui a une GNRP avec un surnom néphrotique, bon, on peut faire un pari que ça m'a pas sûr. Donc, je l'ai dit, hein, le caractère auto-immun est vraiment central dans l'histoire de la pathologie. Donc, c'est détecté dans le sang dès 1969. C'est assez vertigineux quand on dit que manipulation anti-anti-BG 1969, anti-antinéphrine 2022, vous voyez, c'est le premier qui a été décrit. Et donc, aussitôt, ça s'est installé comme étant un marqueur diagnostique et également une cible thérapeutique, anticorps. Alors, sur le plan diagnostique, c'est extrêmement utile, hein, puisque sa sensibilité et sa spécificité pour la lipopassure, elle est remarquable. Il y a plusieurs trousseaux avec plusieurs techniques de détection qui sont disponibles dans le commerce, mais c'est globalement toutes similaires, toutes comparables et extraordinaires, dès lors qu'on les compare à une forme standard de lipopassure, la GNRP, les TRACAP, les dépôts linéaires d'IgG. Quelques cas de faux positifs, notamment chez les patients HIV, hein, l'hypergalactosémique, j'ai appris récemment, Steven McAdoo, attention, les allergies au lactose, et puis il peut y avoir des faux négatifs, en général, lorsqu'il y a d'autres isotypes qui sont en cause, pas d'IgG, quoi, d'autres épitopes, alpha 1 et alpha 5 du collagène cap, et puis il y a ces fameuses théories, on va voir que la lipopassure, c'est une théorie, il y a plein de théories, qui est l'hyponge immunologique, où il n'y aurait pas d'anticorps circulant, parce que l'aura aurait été absorbé, mais ça n'a jamais été démontré. Donc, juste pour le plaisir des yeux, donc voilà, l'immunopathologie de la lipopassure. Hein, donc, c'est une maladie extrêmement aiguë, les croissances sont du même âge, des linéaires. Et autre mystère dans la lipopassure, vous illustrez par ça, c'est une maladie qui fait qu'une seule poussée. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas beaucoup des maladies, des nébuleuses, des vascularites, des maladies il faut que pousser. C'est des people pousser. L'autre exemple, c'est la périartérite noureuse, mais j'en vois pas beaucoup d'autres. Alors, en pathologie rénale, le pattern isotypique d'IgG est relativement spécifique. On va voir que ça a peut-être un intérêt. Ce qu'on retrouve comme sous-classe d'IgG, c'est IgG1, IgG4. Donc, des sous-classes particulières. Et là, on va aborder quelques formes, quelques variantes de la lipopassure. La plus connue, c'est les doubles positifs. Donc, c'est 6% des vascularités en cas, 20% des maladies de lipopassure. Le déséquilibre est lié évidemment au déséquilibre d'incidence. C'est la même chose si vous abordez ça par le registre de la lipopassure, par le registre vasculité en cas. Et puis on avait coutume de dire avant, double positif, double peine, hein, le risque, le récidive qui est propre au vasculité en cas, ça c'est vrai, et la sévérité qui est celle des maladies de lipopassure isolées. Ça c'est moins vrai. Hein, vous voyez, le pronostic il est en jaune, il est intermédiaire entre les maladies de lipopassure pures, sous en cas, et évidemment plus sévère que les vascularités en cas. Il y a des formes rarissimes respiratoires isolées, mais quand même un peu de rare, hein, vous voyez, c'est isolé, faut aller rapidement, hein, il y a quand même la protéinurie, etc. Mais il y a des formes où l'atteinte rénale est moins violente, moins en premier plan. Et la particularité, je vous dis, c'est plus intéressant, c'est qu'on trouve qu'une seule sous-classe d'IgG, c'est IgG4 anti-GBM. On travaille donc suivant.
peut y avoir d'autres isotypes. Hein, donc là, c'est le collègue de Toulouse qui oui. Comment on explique le caractère IgG4? Je vais y revenir, promis, je fais monter un petit peu mais on va y revenir. Mais on y revient sur les pathologies, c'est une question qui est importante, je pense. D'autres isotypes, donc les IgA, ça s'est rapporté par l'équipe de Toulouse. Donc c'est facile à diagnostiquer, hein, c'est des biopsies, donc l'IgA linéaire, pas l'IgG, mais l'IgA linéaire. Et là où ils ont été astucieux, c'est au prix des reins de macaques. Ils ont déposé le sérum et ils ont révélé l'IgA grâce à un anticorps secondaire qui est spécifique pour l'IgA. Bon, juste un mot des associations GM bout de passure, c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a des formes frontières, des formes qui se télescopent. Pas grand-chose à dire, c'est que c'est très grave, en général dans le pronostic rénal, c'est que ces formes sont PA2R négatives. Alors, il y a un mythe au problème de bout de passure, c'est les alportes transportés. Hein. En théorie, ils doivent être développés par allonisation d'anticorps anti-collagène. Alors, 4, 3, 5, hein, ça dépend du type de maladie elle porte. Dans la littérature, les chiffres sont un peu préoccupants. 3 à 5% des patients maladie elle porte greffés qui développeraient donc la pathologie. En réalité, c'est beaucoup plus rare. Donc, il y a ce travail bruxellois qui a été réalisé, 73 patients, un seul à développer la forme complète de maladie de passure avec l'anticorps circulant, l'IgG linéaire et une insuffisance rénale aiguë sévère. Et ce patient-là, il avait un variant tronquant qui apportait un large segment de Q85, donc probablement une condition qui se prêtait à une allonisation plus importante. Donc la physiopathologie, hein, donc, ce qu'on dit classiquement, la physiopathologie c'est ça, mais c'est vraiment une hypothèse. Le primum novum, c'est une malprésentation antigénique. Le COL4 A3 est présenté non pas par HLA-DR1 qui induit une réaction de tolérance, mais par DR15. Et là, pasatra, ça va conditionner une activation de lymphocyte T, puis une activation de lymphocyte B, la production d'auto-anticorps, et ces anticorps sont responsables de l'inflammation vasculaire. Alors, c'est une hypothèse, mais elle est intéressante parce que vous voyez, finalement, bon, les anticorps sont centraux, mais ce n'est pas le primum novum. Il y a autre chose, il y a deux acteurs qui sont en cause. Ça, il faut le garder à l'esprit. Alors, le caractère pathogène de ces auto-anticorps, hein, c'est anti-IgM, a été montré par ce travail très ancien de Glassock et Werner. Donc, c'est d'un transfert adoptif passif, hein, avec des patients qui ont développé une bout de passure. Ils prennent le sérum, ils l'injectent à des macaques, et les macaques développent le tableau rénal. À l'histologie, ça récapitule tous les signes de maladie de bout de passure. Pour la petite histoire, les macaques ne développent pas d'hémorragie intraalvéolaire parce que probablement parce que leur membrane alvéolaire est beaucoup plus complexe, beaucoup plus épaisse et que l'antigène est cryptique, donc pas accessible aux auto-anticorps. Alors, il ne suffit pas d'avoir un anticorps anti-IgM pour développer une maladie de bout de passure. C'est un manque important. On a des travaux chinois là-dessus. Hein. Vous voyez, à l'état naturel, physiologique, on peut, dans les sérums, avoir des anticorps anti-IgM. C'est le graphe de gauche. Vous voyez la différence de titre, elle est très importante. Il y a un log de différence. Première différence. Deuxième différence, c'est dommage que Sophie soit partie, qui se répond partiellement à ces questions, c'est qu'en fait, vous voyez, le couple sous-classe est vraiment distinct. Hein. Donc, c'est en blanc, les naturels. C'est IgG2 et IgG4. Et ben, ça tombe bien parce que finalement, c'est les IgG qui sont le moins prompts à activer le complément. Bon. Donc, quelque part, il y a un switch. Et donc, ils vont plus loin, c'est la même équipe chinoise qui montre que au cours de la gravité, sur un gradient de gravité de la maladie, la combinaison de sous-classes va différer. Hein, et dans les formes les plus sévères, on trouve IgG1, on trouve IgG4, mais on voit apparaître l'IgG3 qui, lui, est la sous-classe qui est la plus activatrice du complément. Donc, il y a une espèce de commutation de classe, et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui provoque cette commutation de classe, et évidemment, est-ce que c'est l'infection, est-ce que c'est aérotoxique. Alors, je dis, hein, maladie, bien sûr, maladie des concepts. Désolé. Alors que c'est le principe de mimétisme moléculaire. Hein, c'est le concept par lequel un peptide microbien, viral ou bactérien, présente des similarités structurelles, si bien que ça va provoquer une réaction immunitaire croisée. Alors ça, c'est évidemment très intéressant dans une maladie où on retrouve dans 80% des cas les prodromes infectieux. Comme éléments expérimentaux, on a essentiellement ceci, mais c'est assez marrant. Donc c'est la même équipe chinoise en fait. Hein. Ils ont sélectionné les peptides microbiens qui avaient présenté une homologie structurelle avec le collagène type 4, 3319.
Ensuite, ils ont raffiné ça et ils ont sélectionné parmi eux ceux qui étaient capables de provoquer une réaction inflammatoire BET. Tout c'est ce qu'il faut. Et enfin, ils n'ont retenu qu'un seul peptide qui était capable, en plus, de causer une infection humaine, la clinométrose B7. Ils l'ont injecté à une souris, ils ont énervé un petit peu le truc avec l'adhésion de Freud, et la souris développe une forme complète sur histologique de manipulation. Autre concept, l'épisode spreading. Alors là, c'est plutôt l'idée qu'il y a un premier hit auto-immun, donc un anticorps fixe contre un antigène, et que ça va créer l'inflammation, ça va créer une distorsion de la structure quaternaire, exposer un épitope, si bien que cet auto-anticorps va pouvoir également capter, se fixer sur un autre antigène, épitope, soit de la même molécule, soit de molécules voisines. D'accord? Épitope spreading. Un concept qui court notamment la GER. Alors, pour corroborer cette hypothèse, on a ce travail. Alors, il y a plein d'autres, les anticorps antiperlécans, mais surtout celui-là, l'anticorps de l'isoforme 521 de la laminine. L'isoforme 521 de la laminine, ça a un sens parce que c'est très impliqué dans l'homéostasie, la membrane basale, dans son organisation, dans la signalisation intracellulaire. Et il a été montré qu'un certain nombre de patients avec maladie de passure présentent cet anticorps anti-laminine. C'est spécifique à la manipulation, on ne trouve nulle part ailleurs, et ça a l'air d'être associé à la gravité de la maladie, avec beaucoup plus d'hémorragie intravasculaire. Enfin, une dernière théorie qui est portée par Vanderbilt au Tennessee, l'université de Vanderbilt au Tennessee, qui est celle de conformopathie. Vous voyez, l'état naturel, l'état physiologique des chaînes alpha-3 sont organisées sous forme de trimères, et ces trimères, en fait, sont associés grâce à des ponts sulfinines en hexamères. Et l'idée, c'est que sous l'effet d'une agression infectieuse, aérotoxique ou un autre anticorps, cet hexamère va être déstabilisé, révélant un autre épitope sur lequel va se fixer un deuxième ou un autre auto-anticorps. Alors, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, puisque c'est ce travail qui avait suscité beaucoup d'interrogations autour de la peroxydazine. Donc là, pareil, ils ont pris des patients qui avaient des vasculites en cas, des maladies de passure, des vasculites en cas et maladies de passure, et des patients sains. Il a été montré qu'un certain nombre de ces patients avec maladies de passure ou double positif présentaient avant, parfois longtemps avant de développer la maladie, des anticorps anti-peroxydazine. Et c'était surtout vrai chez les doubles positifs. C'est vraiment très associé à la double positivité. Or, il s'avère que cette peroxydazine, elle est indispensable pour catalyser la formation, le maintien de ces ponts sulfilimides, donc le maintien des trimères les uns avec les autres pour former des hexamères, un cross-linking du collagène. Donc de là, la théorie de dire, en fait, il y a probablement deux hits. Un premier hit auto-immun causé par l'antiperoxydazine, qui va causer la disruption de la structure quaternaire, et ensuite vont se fixer anticorps, anti-MDG et ou les ANCA. Alors, ça fait un plaisir à Laurent, qui souvent reprend son rôle exclusif de la réponse humorale. Il y a ce travail très ancien, un modèle aviaire, on bousille la bourre de Fabricius de la poule avec de l'endoxan, donc il n'y a plus d'auto-anticorps, on l'allo-immunise contre un basal glomérulaire et il développe une glomérulonephrise extracapillaire. Il n'y a pas d'IgG, il développe, bon, première chose. Autre modèle, murin, allonisation d'une première souris avec un coquette à 3 d'une autre espèce. Cette fois-ci, on va faire un transfert de type CD4+, donc à une souris syngénique. Et là encore, il développe des croissants, mais sans IgG, donc ce n'est pas tout le modèle non plus. Il ne récapitule pas l'ensemble. Et enfin, dernier travail, à Toronto, c'est par manipulation de Crelox de cellules résidentes et manipulation du gène VHL. Et là, les animaux développent l'intégralité de manipulation. Donc, je l'ai dit, c'est une maladie très rare, d'où la difficulté de faire de la recherche dessus, de la recherche clinique, d'avoir des données de bonne qualité, de rassembler des patients, cohortes. Très compliqué. Pour illustrer mon propos et pour m'excuser par avance de la qualité parfois médiocre des données que j'ai avancées, vous voyez, ça c'est une review relativement récente, 2019, pour toutes les cohortes. La plus conséquente, c'est 123 patients
réunis sur 30 ans avec un effort multicentrique international. Compliqué, quoi. Deuxième élément qui est intriguant sur le plan épidémiologique, c'est qu'il y a des clusters. Il y a des clusters géographiques, il y a des clusters temporels. Ça, c'est l'Irlande. La région au nord, c'est le Donegal, où il y a 2 fois plus de malgrupatures. On ne sait pas pourquoi. Les auteurs ne le disent pas. Regardez s'il y avait des industries extractives, minières de Donegal, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. Et puis, il y a des clusters temporels. La région autour de Waterford, dans le sud de l'Irlande. Là, c'était beaucoup plus facile à expliquer puisqu'il y a une épidémie de grippe à ce moment-là. Alors, qui dit épidémie virale dit forcément Covid. Et quand le Covid est arrivé, on s'est dit, est-ce qu'on va être confronté à une incidence massive de l'incubation? On a eu ces données-là de Stephen McAdoo assez rapidement, hein, dès avril 2020, c'était une lettre dans l'Enquête internationale, montrer qu'il se passait un truc à Londres, hein, double incidence. On s'est dit, peut-être que ça va se confirmer ou pas. On n'a jamais été fichu à la France de montrer, de se réunir si ça s'était passé comme ça. On n'a pas l'impression qu'il y ait des signaux qui est émergé. Je dis, peut-être que c'est pas vrai. Et puis tout récemment, on a ce travail de Madrid où ils ont montré pareil sur l'incidence. Mais voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que Covid finalement, est-ce que le SARS-CoV-2 est aussi prompt, aussi propice au développement d'unités croisées que d'autres pathogènes, influenziés, je ne sais pas. Pronostic de la population, donc c'est le pronostic rénal qui est en cause. Mais souvent pour les réanimateurs, il faut rappeler qu'il y a 2 phases dans le pronostic. Il y a la phase initiale où c'est le pronostic vital qui est mis en jeu par l'hémorragie intra-alvéolaire, et puis il y a le pronostic à long terme qui est dicté par l'aura. La survie globale des patients, elle n'est pas si mauvaise que ça. Hein, 87% de survie sur ce travail toulousain. Vraiment, ce qui est en jeu, c'est le pronostic rénal avec des résultats catastrophiques. Je passe vite sur cette diapositive parce que c'est là qui est plus illustrative. On a un travail américain, 130 patients environ, et en gros, écrit partagés en 2 groupes. Ceux qui ont besoin de dialyse immédiatement et ceux qui ont besoin de dialyse, qui n'ont pas besoin de dialyse immédiatement. Dans le groupe dialyse immédiat, vous voyez, tous vont évoluer vers la forme 5, la médiare chronique. Ils sont en dialyse, ils vont rester en dialyse, en quelque sorte. Tous, quasiment. Ceux qui n'ont pas besoin de dialyse initialement, pour autant, ce n'est pas gagné parce qu'un tiers d'entre eux, dans le suivi, vont malgré tout évoluer vers la forme 5 de manière chronique. Un résultat catastrophique. Donc là, on va nuancer ça, mais c'est pour vous dire qu'en gros, quand on est confronté à une malgrupation à l'hôpital, d'une part, c'est extrêmement rare, et d'autre part, en gros, la moitié, ça va être fichu sur le plan rénal. On peut les traiter par l'hémorragie intra-alvéolaire, on peut les traiter un certain temps avant d'avoir raffiné le pronostic, mais ça complique encore notre tâche, parce que un cas sur 1 million, et en fait, la moitié d'entre eux, à un moment, les reins, c'est poubelle. Alors évidemment, on peut raffiner le score, on peut le faire assez simplement en appliquant les scores pronostiques, vous connaissez bien parce que c'est en cas, et en le transposant à la malgrupation, ça marche bien, ce qui est à gauche, voilà les scores. On peut faire encore plus simple, c'est le graphe de droite. Vous voyez, le pronostic des patients, on arrive à les séparer très nettement sur un seul critère qui est le patient a-t-il besoin d'épuration extra-rénale. Et ensuite, on va raffiner, on va stratifier le pronostic grâce à l'histologie en faisant une chose, en comptant le nombre de globulines normaux, en s'assurant qu'il y en a au moins 10% de normaux. Là, on n'est pas très ambitieux, au moins 10% de normaux. Et c'est important de faire ça, hein, parce qu'on met dans le groupe épuration extra-rénale, on en rattrape quelques-uns avec un pronostic qui est compromis, mais il va falloir se battre. On ne va pas être dans le nihilisme thérapeutique complet. Pour nuancer aussi le pronostic dans les formes atypiques où il n'y a pas d'anticorps anti-MBG circulant, le pronostic est très différent, il est bien meilleur en termes de survie rénale. Souvent, c'est des maladies d'ailleurs qui sont moins violentes, avec moins de croissance, est-ce que sur une main. Hein. Et puis, il y a des formes atypiques. Les formes atypiques ont tendance à croître au cours du temps. Dans la maladies globalement, 90% sont des formes typiques, correspondant au tableau que vous connaissez bien, clinique, histologique. Et puis, il y a 10% qui sont atypiques. Il n'y a pas d'anticorps anti-MBG. Souvent, il n'y a pas de phénotype respiratoire. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'anomalies glomérulaires qui ne sont pas caractéristiques du tout de manipulation. Ce n'est pas des croissants, mais parfois c'est la préfaction capillaire, parfois des lésions extra-membraneuses, prolifératives, puis il y avoir de la MAT. Et à l'IF, pareil, c'est assez distinct et un peu protéiforme. On retrouve l'IgG le long de la bande basale glomérulaire. Parfois, ils sont monotypiques, mais ils ne sont pas clone B. Et parfois, on trouve même des marquages dans le basal tubulaire
et ou la capsule de Bowman. Donc, comme c'est une extension vers alpha 1, justement, ou alpha 5 de collagène type 4. Alors, le traitement, perspective historique, et puis on verra les plus récentes. Donc ça, c'est le case report qui a fondé quasiment le traitement de toutes les vascularites, puisqu'après, Anthony Fauci va s'en inspirer pour faire sa première série de maladies Wegener et les soigner avec ce canevas-là. Une patiente avec une forme sévère d'agglomération pneumorénale est traitée par Imura et par corticoïdes. Donc l'Imura, ça ne marche pas du tout. Au bout d'une semaine, elle stagne sur le plan clinique, rénal, pneumologique et sérologique. Il la switch au trépied qui comprend les corticoïdes, l'endoxan par forme orale et la plasmaphérèse. Et la patiente a évolué favorablement sur le plan respiratoire, sérologique et néphrologique. Alors de là, on a eu quelques 20 tentatives d'essayer d'organiser un petit peu les études. Donc le seul essai randomisé avant Boudides, c'était Johnson dans les années 80. Il a comparé 9 patients et le critère de comparaison, c'était échange ou pas échange. Et ce qu'il a pu démontrer, c'est que l'échange, on peut baisser plus rapidement l'anticorps anti-MBG. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait. Et ce travail qui est largement cité, finalement, qui est la pierre angulaire de la codification du traitement, on se fait toujours cette étude rétrospective, où vous voyez que finalement, quand on traite les patients par corticoïdes, par endoxan et par échange plasmatique, pourvu qu'ils n'aient pas besoin de dialyse en urgence, la survie globale et rénale n'est pas mauvaise à 1 an. Et c'est là-dessus que sont fondées les anciennes recommandations de traitement à l'hypoplasie. Alors, ça a été un petit peu affiné notamment sur l'intérêt des sciences pneumatiques et des études chinoises qui a montré plein de choses, plein de critères pronostiques qu'on connaissait déjà, mais surtout qui souligne que les plasmaphérèses sont un facteur prédictif protecteur contre l'évolution de la maladie chronique et de la phase terminale. Il y a ce travail aussi qui est important, je trouve, et on va en reparler parce que ça fait écho à des plus récentes, Tour Antoine à Toulouse, qui montre 2 choses sur le prédictif de mortalité. D'une part, que endoxan oral versus forme IV, pas grosse différence. Donc, ça, c'est un débat qu'on a souvent dans la vascularité en cas. Dans la vascularité en cas, il y a les partisans de la forme orale. On sait qu'on donne la forme orale, en fait, on traite davantage. On donne 2 fois plus d'endoxan aux patients, fondamentalement. Donc, ils disent que peut-être que c'est moins exposé aux variations volémiques liées à la dialyse ou l'échange. C'est beaucoup moins sûr. Ce qui est vrai, c'est qu'on traite davantage les patients. Il n'y a pas de différence significative, mais c'était borderline. Et puis aussi, il y a le nombre d'échanges plasmatiques qui était protecteur. Quand on traite, en autre terme, je veux en venir, c'est quand on traite agressivement les patients, on a l'impression que ça se passe mieux. C'est ça, probablement le message derrière cette étude, c'est pas formulé que comme tel à cette époque-là, mais on va voir que mis en résonance à certains résultats récents, c'est une manière d'interpréter les choses. Ouais, traitement moderne, endoxan corticoïde. Les sciences pneumatiques, ce qui est recommandé, c'est traiter ce qu'il y a de négativation anticorps anti-MBG. Et ça prend du temps. En valeur médiane, ça prend 15 à 19 jours. Donc c'est long. Et parfois, on n'y arrive pas totalement. Donc on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Souvent, on renonce de guerre-lasse parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter les choses. Mais on peut aider. Parce qu'au bout d'un moment, l'anticorps anti-MBG, il y a une rebascule, une nouvelle commutation vers des formes moins pathogéniques. On ne sait pas trop. Alors, les variantes du traitement, donc il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il y a l'idée de remplacer les EP par l'immunoabsorption ou par une fidase, et l'idée de remplacer l'endoxan par autre chose, par le rituximab. Donc, l'immunoabsorption, ça a un sens, il y a un rationnel fort. Quand on fait une séance d'immunoabsorption, en pratique, on échange 2 fois plus de plasma. Ça, c'est l'argument en faveur de l'utilisation de l'immunoabsorption. C'est une technique qui est ancienne. On retrouve des données avec l'immunoabsorption dans la glucassure, au milieu des années 80. Là, c'était un patient qui était réfractaire sur le plan sérologique, rénal et respiratoire aux échanges plasmatiques et aussi dans l'ondoxan corticoïde. Il le bascule en immunoabsorption, ça va mieux. Bon. Il y a les Autrichiens qui ont essayé de monter une cohorte de patients et ils disent en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a 2 profils de diminution des anticorps anti-MBG. Il y a le profil là un peu en escalier, vous voyez,
on peine quand même, on peine à négativer complètement les anticorps anti-IVG. Il faut les traiter, les retraiter, les retraiter. Et puis, il y a un profil plus favorable où ça passe sous le seuil au bout d'une absorption, et ensuite les séances suivantes vont permettre de maintenir les anticorps sous le seuil. Vous voyez, c'est pas magique. Même si on fait 2 fois plus de plasma, c'est pas pour autant qu'on va négativer l'anticorps anti-IVG de la première séance chez tout le monde. En gros, c'est 50-50. Et puis, globalement, ça, c'est ininterprétable. C'est des données qu'on a aujourd'hui, mais voilà, 50% restent en délit. Je ne sais pas comment dire. Alors, le rituximab concernant le suppresseur, il y a cette analyse de Krohn-Bichler qui parle récemment, ils reprennent tous les cas de littérature, en rajoutent quelques-uns. Et puis, leur parti pris, c'est de distinguer finalement 2 approches, ceux qui ont utilisé le rituximab en première ligne et ceux qui ont utilisé le rituximab en deuxième ligne. Et ils montrent que en deuxième ligne, ça marche mieux qu'en première ligne. C'est pas forcément évident. En fait, c'est assez. Enfin, on comprend bien, hein, patient très en deuxième ligne, très peu qui avaient de dialyse, le pourcentage de croissant est faible. En fait, c'est des patients moins graves. C'est vraiment des patients qui ont été basculés au rituximab un peu trop rapidement. On s'est énervé, on s'est inquiété, il y a un peu d'hémorragie intra-alvéolaire, l'anticorps anti-IVG baissait pas aussi rapidement, on les passe sur les tubes, finalement, ça veut favorablement. Vous voyez, le 73% de survie rénale, c'est pas si extraordinaire que ça, quoi. Et par contre, en première ligne, curieusement, là, c'est des patients beaucoup plus sévères, 93% de croissant, un quart en dialyse, et finalement, le 46% de survie rénale, il n'est pas si mauvais que ça. Alors, c'est pas du tout le propos des auteurs, ils ne tournent pas comme ça, mais c'est comme ça que moi je l'interprète. C'est plutôt réverser la différence. C'est tout ça qui est intriguant. En tous les cas de cause, pour le rituximab est probablement, malgré la faiblesse de l'expérience, une alternative thérapeutique convenable, notamment chez les patients pour lesquels la toxicité gonadique est un enjeu. C'est une maladie qui a une prédominance masculine faible, hein, mais donc on a de jeunes femmes qui ne sont pas sûres. C'est une proposition possible. Je suis désolé, Ouais. est-ce que tu as vu des publications avec des schémas combinés comme un rétuxphase dans le vasculaire? En fait, tu peux dire que c'est une course contre la montre, cette maladie-là. Donc, le rétux en première ligne, tu vois, un médicament qui a, on a l'impression un petit peu plus de latence, en tout cas d'action, c'est peut-être pas une bonne idée, mais peut-être que, tu vois, l'idée, ce serait peut-être de faire réduire la dose totale dans d'autres sens en faisant l'équivalent du rétuxphase. Oui, j'ai bien pensé, mais c'est vrai que c'est complètement. Alors là, c'est séquentiel. Hein. Alors, la perspective thérapeutique, évidemment, c'est celui-là, c'est pour discuter de ça. Donc, c'est imifidase, qu'on appelait avant l'IDES. L'IDES, c'est ce dérivé streptotoxique qui a la remarquable propriété de cliver les IgG au niveau de la charnière. Donc, il libère un fragment AB et un fragment constant. Et l'efficacité est remarquable, est remarquablement rapide. Mais c'est des patients d'études compassionnelles, qui ont été IgG qui ne baissaient pas. On les mis sur l'IDES et en 2 heures, il n'y a plus rien. Ça, en 2 heures, on débarrasse complètement d'un petit corps anti-IgG. C'est assez exceptionnel. Deuxième propriété remarquable, même si c'est pas plus critique, c'est qu'il y a peut-être une action in situ tissulaire de l'imifidase. Hein. Ça, c'est les patients, la même étude, ils ont été biopsiés après l'administration de l'imifidase. Donc, c'est encore une fois du compassionnel. Et vous voyez, il y a le marquage FAB. Donc, il y a encore le petit bout de FAB qui est accroché à l'alpha 3 col 4. Par contre, le fragment constant, lui, il a disparu. Comme si le produit avait décapité in situ les anticorps, les anticorps fixés à l'antigène sur le tissu rénal. Donc, une action remarquable. Alors, évidemment, ça a inspiré de monter en gamme en termes d'études. Donc, c'est une phase 2, Good premier du nom, où les patients ont été traités par l'imifidase. Ils ont comparé ça par rapport à une cohorte. C'était combien de temps la biopsie? J'ai plus 2-3 jours, quoi, enfin, dans les suites immédiates. Donc, par rapport à une cohorte historique matchée un peu à la UCR sur l'âge, critères histologiques, qui s'est fourni par Steven McAdoo, et il montrait que autant chez les patients délisés au moment de l'administration de l'imifidase, chez les patients non délisés, en termes de survie rénale, il se passait quelque chose de vraiment intéressant. Donc, ils sont montés à phase 3. Alors, oui, avant de passer à la phase 3, juste une information complémentaire de cette première étude de phase 2. Dans le raffinement pronostique, et c'est important, vous voyez, les patients qui se traitent, donc tous traités par l'IDES,
Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ça se joue au niveau de la diurèse. Plus que la dialyse en urgence, c'est la diurèse qui compte, qui l'emporte. On avait des patients dialysés, on arrivait à sortir de dialyse dès lors qu'ils n'étaient pas oliguriques. Okay. Donc c'est un petit raffinement, c'est que la dialyse en urgence c'est un peu sommaire comme évaluation, peut-être utiliser la diurèse. En tout cas, ils ont bâti leur modèle d'étude là-dessus. C'est un gros effort, c'est la première vraie étude randomisée, 2 fois 25 patients avec une insuffisance rénale suffisamment sévère pour que ça ait un sens de comparer, mais pas non plus trop sévère. On ne va pas traiter des patients avec des reins fibreux, donc des patients qui avaient une diurèse qui était globalement conservée. Et là, patatras, alors qu'on était tous très enthousiastes, on s'attendait à un résultat positif. Les résultats ils ont été présentés à Melbourne, mais je n'étais pas il y a quelques semaines. On a tous reçu, tous les investigateurs, cette lettre-là, disant que malheureusement, que ce soit sur le critère primaire, vous savez, rénal à 6 mois, ou le critère secondaire, il n'y avait aucune différence. Et le laboratoire de ça a même terminé l'étude, donc le suivi a été achevé. Alors pourquoi des résultats aussi décevants? Je ne vais pas le détail des résultats, mais en échangeant avec Wekadu puis avec Zegelmark, c'est qu'en fait les résultats de survie rénale avec le groupe étaient excellents. Étaient bien meilleurs que ce qui était prévu initialement. Et pourquoi ils ont été bien meilleurs? Alors, tous les faisceaux, machin, l'étude, etc. Mais en fait, ils ont été traités très agressivement, ces patients. Les échanges pneumatiques, on verra le nombre total. Le protocole prévoyait des échanges pour être extrêmement longs. Les doses d'induction étaient plutôt plus que moins. Et ça peut se voir avec ça fait écho aux résultats d'Antoine Huard. C'est quand ces patients-là, si on les traite, il faut les traiter longtemps et agressivement, y compris sur d'échange. C'est là qu'on fait la différence. On verra les résultats en détail, mais en tout cas, c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, elle est plus théorique qu'autre chose, mais ça a été déjà objecté lors de GoodDS 1. Donc, c'est sur l'action intratissulaire de l'immunifidase. Et puis, vous voyez, pouf, décapite au niveau du tissu IgG, fragment constant se barre, mais sur le plan immunologique, je l'ignorais, il peut y avoir des anticorps anti-FAB qui viennent se fixer et qui vont en quelque sorte prêter leur fragment constant de façon à restaurer les fonctions effectrices de FAB qui a été clivé, et notamment l'expression du complément. Alors, je ne suis pas immunologiste, donc je ne fais que répéter ce qui a été dit pour cette étude. Donc, ce travail, c'est une lettre de réponse, qui est un autre élément que ça à prendre en considération. Et finalement, pour finir, alors c'est ma seule image d'IA, mais prise. L'éléphant dans la chambre, c'est finalement comment détecter les 80 cas par an de myélopathure parmi les millions de cas d'infection virale, sachant que la clinique n'est pas discriminante et que finalement il y a une urgence thérapeutique pour être détecté tôt. C'est ça l'enjeu, finalement, c'est un peu l'impensé ou l'impensable dans ces maladies. Voilà. Cédric, si tu devais donner ta recette de la prise en charge d'un groupe de patients, si demain on avait un groupe de patients qui arriverait, Endoxampéros ou IV? Moi, je ferais IV. Je te entendu probablement que Macadou était aussi converti à l'intraveineuse, alors que Britannique qui était quand même très attaché à ça. Et tu donnerais quoi comme dose et combien de temps? Alors je donnerais au moins 6 doses, 3 à 6 mois de traitement. Je me fierais pour l'envoyer le protocole GoodDS, qui est beaucoup notre expérience. Donc, c'est des traitements qui sont relativement longs. Les corticoïdes, le temps de faire des bolus, mais on a vu le Pavasco avec les travaux de Benjamin, on ne sait pas si des bolus sont en place. Bon, plus une habitude, c'est ce qu'on fait pour se rassurer, pour se être agressif des départs et quand même être agressif des départs. Faire des schémas de décroissance, genre Pexivas le dose. C'est ça. Et puis, sur le nombre d'échanges plasmatiques,
j'ai envie de voir les résultats là, en détail, mais j'aurais plus de tendance à les traiter longtemps, à multiplier les échanges, même si pour l'organisationnel, c'est souvent compliqué, même si pour les patients, ça veut dire rester à l'hôpital, revenir à l'hôpital, mais traiter vraiment, c'est chiner à négativer l'anticorps anti-IgG. Tu fais donc tous les jours jusqu'à négativation, normalement, bien. Une fois que tu as négativé, tu arrêtes d'un seul coup, tu fais un jour sur deux pendant quelques temps. Alors, c'est que je me prêterai là encore au protocole Good Desk qui a été bien pensé, mais qui est un peu compliqué. C'est qu'on fait un maximum, alors tous les jours, c'est parfois un peu compliqué, il y a l'impression de recevoir, mais au moins 2 jours sur 3. On contrôle l'anticorps. Si l'anticorps est négatif, on désescalade la périodicité, donc on passe 2 jours sur 3, 1 jour sur 2. D'accord. Du coup-là, on regarde la sensibilité anticorps. S'il reste négatif, avec ce schéma décroissant, on poursuit la décroissance. Donc, un tous les 3 jours et 4 jours, et puis on arrête. Avec l'idée, parce que ce qui est prévu par AGUS-DS2, de réescalader à 2 jours sur 3. C'est un peu pénible, ça repartit à la hausse, quoi. Et au final, entre le moment où tu as le premier titre d'anticorps négatif jusqu'à l'arrêt complet des échanges, tu fais quoi, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Plus de 15 jours. Plus de 15 jours. Une quinzaine de jours. La valeur médiane dans les études, c'est 19 jours de traitement. Donc au moins une quinzaine de séances. Et on verra ce que vous ça fait. Je vous demande, c'est pas un peu plus dans le business. Encore. C'est vraiment. Et ça, c'est s'ils ont l'atteinte pulmonaire en même temps, parce que là, vous disiez que si en gros, pour des patients qui sont dialysés d'emblée, est-ce qu'on allège s'il n'y a pas l'atteinte pulmonaire Ça, c'est une question complètement pertinente et j'ai jamais la réponse. La question, finalement, c'est les patients pour lesquels on a véritablement la démonstration que le rein est fichu, il ne pisse pas, épistémologiquement, il y a 100% de PAC. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est du respiratoire, on est obligé de traiter pour le respiratoire. Rien n'est codifié pour l'instant. Est-ce que c'est des corticoïdes seuls? Est-ce que c'est une dose d'endoxan? Vraiment, c'est picométrique. Si le patient a un tube ventilaire, c'est endoxan, probablement sur les tests d'efficacité plus corticoïdes, voire les échanges quand même. Et après, on désescalade. Donc, la réponse, elle est gradée sur la sévérité du patient. C'est une pathologie qui récidive pas et qui a. Alors, il existe des évolutions. La première chose, il existe des évolutions biphasiques, asynchrones, métachrones. Il y a d'abord le rein et ensuite le poumon. Les patients qu'on ne traite pas pour le rein, on indélyse, on est toujours copains. Attention à l'œdème pulmonaire de J7, c'est l'hémorragie intraalvéolaire, il faut un peu de conservation. Et du coup, nous, on n'a pas de traitement préemptif. Enfin, on ne va pas être traité et on ne les traite pas en disant, en fait, s'il a 30 ans, il va probablement en longitudinal s'exposer à l'immunosuppresseur toute sa vie parce qu'il a la greffe rénale. On sait qu'on alourdit la charge d'immunosuppressive et qu'on n'a pas envie de le faire. On sait que les copains en dialyse, ils vont bien surveiller, quoi. On sera toujours le temps de rattraper. Surtout que c'est quand même une minorité de cas. Mais vous voyez, finalement, il y a plein de variantes avec l'approche patient hémorragie intraalvéolaire sévère, le rein fichu. Il nous est arrivé une fois de faire un corticoïde. Et puis après, on a fait 2 ou 3 injections d'endoxan. Et puis on s'est arrêté là, quoi. Surtout ces patients un peu âgés, un peu comorbides, un peu fragiles. Voilà. Le Ritux, vous le faites ou... Non, moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais mis Ritux, même si Alexandre me suggérait une idée intéressante. On n'a jamais fait de Rituximab. Parce que aussi, finalement, la rareté de la pathologie, ce qui ne donne pas vraiment envie de sortir des clous en disant on va faire différemment du précédent qu'on a vu 6 mois auparavant ou 1 an auparavant. Et parce que quand on regarde les études rétrospectives, pourvu que les critères clinico-biologiques et du règle et l'épuration rénale, le nombre de PAC ne soit pas trop cata, ça se passe plutôt pas trop mal le schéma standard endoxan, quoi. Bon. C'est vrai qu'en fait, on réfléchit souvent en disant on va quand même traiter le malade parce qu'il y a la greffe derrière, il faut négativer les anticorps. Non, en fait, on ne sait pas très bien comment relever les anticorps. Imaginons qu'on ne faisait rien parce que le poumon n'est pas atteint et que le rein est réfléchi. Ouais. Est-ce que les anticorps disparaîtraient tout seuls ou pas? Alors, ce qu'on regarde, c'est que c'est pareil, au bout d'un an, ils disparaissent. Alors, est-ce que c'est l'éponge immunologique?
en post-graduation et en post-greffe, le risk Westlieb, il a été rapporté, mais il est quand même très rare. Très rare, bien sûr. Alors, il y a notamment une suppresseur qui va faire une chose. Il n'est pas nul, hein, donc quand même. Il n'y a pas de récidive, en fait, quand on voit les anticorps au moment de la greffe. Et après, bon. Ouais. Eh ben, merci. Merci Cédric, on a ça pour une fois, d'être venu. Si on met tout seul